Comment fonctionne l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre? Quels sont les progrès et quelles sont les limites à l'action citoyenne française pour soutenir l'Ukraine? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Sylvie Rollet, présidente de l'association. Sylvie Rollet est aussi professeure émérite en études cinématographiques de l'Université de Poitiers. Elle co-dirige le programme de recherche entre-universitaire sur le cinéma, intitulé Théâtre de la mémoire. Bonjour Sylvie, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme présidente de l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre, mais on te connaît évidemment aussi comme spécialiste du cinéma. Tu étais professeure à Poitiers, à Sorbonne, tu t'es intéressée au cinéma pendant des décennies. Et donc aujourd'hui, tu t'intéresses à une chose, à une cause politique bien distincte, et c'est bien l'Ukraine et donc le soutien et la défense de l'Ukraine face à la Russie qui agresse l'Ukraine depuis 2014. Et donc, où se situe ce rapport entre le cinéma et l'intérêt pour l'Ukraine? À quel moment, en fait, tu t'es intéressé à la cause ukrainienne? Dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Alors d'abord, merci de m'accueillir, sur cette antenne, et merci, d'autant plus que, je suis depuis très longtemps les podcasts et que je suis très admirative, du travail, qui est réalisé, donc en Ukraine, par toi, Tetiana. J'en ai entendu, beaucoup de fragments aussi sur France Culture. Je trouve que c'est une émission qui nous a beaucoup aidés, nous, qui sommes loin de l'Ukraine et c'est par, ça peut-être que je vais, commencer. Heu, Nous sommes loin de l'Ukraine et très proches. Heu, je ne partirai pas du cinéma, même si ça a un rapport. Je partirai plutôt de mon histoire, personnelle, familiale. Je suis la fille, de 2 résistants, dont l'un, mon père, était vraiment une tête brûlée, hein. Il s'est engagé, tout de suite ou très vite en tout cas, dans l'aviation britannique, en Afrique du Nord, pour pouvoir combattre les nazis et j'ai eu le sentiment, je savais, plus exactement, je pensais que la Russie interviendrait en Ukraine tout de suite après l'invasion de la Crimée. Mais j'espérais toujours, parce que ça a pris quand même 8 ans, que non, ça ne se produirait pas. Or, il se trouve que dans la nuit, de l'intervention russe, enfin de l'invasion à grande échelle, j'ai compris qu'il nous fallait immédiatement réagir, qu'on ne pouvait pas attendre. Et alors, d'où me venait cette, je dirais, certitude de l'intervention, de l'Empire russe? Eh bien, cela fait maintenant des années que je travaille sur, le cinéma de ce qu'il est convenu d'appeler l'Europe de l'Est, le Caucase, le cinéma russe aussi. Hem Et donc, parce que les études cinématographiques sont en fait à la confluence de bien des domaines, j'ai accumulé les lectures et j'avais donc une, disons, connaissance, relativement bonne de la situation géopolitique, de ces États et donc de l'Ukraine. Par ailleurs, mon champ de recherche, spécifique, c'est vraiment l'articulation entre les formes filmiques, les formes que choisissent de donner à leurs films les cinéastes, entre les formes filmiques donc et les grands traumatismes historiques du XXe et maintenant du XXIe siècle. Donc j'ai beaucoup travaillé, évidemment sur les guerres civiles, les génocides, dans des œuvres qui, à chaque fois, étaient des œuvres exigeantes. Je n'ai aucune compétence quand il s'agit du cinéma, disons, grand public.
et donc je n'ai pas non plus de connaissances exhaustives, des cinématographies, de l'Europe dite, médiane ou de l'Est. Mais, je suivais déjà, beaucoup d'initiatives cinématographiques en Ukraine, en particulier parce que, je trouvais que, s'inventait quelque chose dans le domaine de, je dirais, du reportage en direct, en direction de la société, autour de Babylone 13 par exemple, mais ils sont pas les seuls. Quelque chose qui s'inventait là et qui correspondait aussi à ce qui s'était inventé sur la place Maïdan, c'est-à-dire une certaine idée de la démocratie fondée sur le respect du point de vue de chacun. Quelque chose de, je dirais, de très proche de la pensée d'Arendt, en matière de politique. C'est-à-dire penser du point de vue de l'autre afin que la démocratie, qui n'est pas le consensus, mais la gestion du dissensus, l'accord après dissensus, puisse, je dirais, naître réellement. Enfin, autrement dit, quelque chose de très différent de nos démocraties un peu rouillées par un système, électoral qui se veut démocratique, mais qui est fondé sur la compétition commerciale entre les divers partis, et il me semblait qu'il se passait quelque chose de tout différent, en Ukraine. Heu, Par-delà l'existence de partis, certes, et d'un, je dirais, processus électoral. Il m'a semblé que quelque chose naissait d'une, comment dirais-je? D'une conscience politique à tous les niveaux de la société, chez la moindre grand-mère, chez les enfants qui vont, vendre ce qu'ils peuvent vendre pour, acheter je ne sais quoi pour le front, et cetera. Et ça, c'est vraiment ça m'a semblé en tout cas, être un résultat de l'Euromaïdan, de la révolution de la dignité, lorsque ont pris les armes, les gens les plus improbables et qui n'en avaient jamais tenu et qui venaient de tous les horizons. Je pense par exemple à l'itinéraire, particulièrement étonnant d'Alissa, Kovalenko, cette, très Oui, une jeune, réalisatrice ukrainienne, oui, oui. cette très jeune, hein, documentariste. Elle était très jeune lorsqu'elle a fait son premier film, Alissa in Elle était Wonderland, à peine étudiante, à peine exactement. étudiante, oui. Et elle était comme une étudiante sur, la place Maïdan. Elle a filmé évidemment comme, bon, comme beaucoup et pas seulement comme une cinéaste, mais elle s'est immédiatement engagée sur le front et auprès, ce qui était très improbable, bah, auprès peut-être des seuls, en tout cas des seuls qu'elle a rencontrés, qui était le secteur droit, private sector. C'était très étonnant parce que cette jeune femme féministe, on ne l'attendait pas. Nous occidentaux avec des œillères, hein, nous ne l'attendrions pas, auprès de gens qui se revendiquaient quand même, d'idées, disons d'une droite, assez peu modérée. Et pourtant, voilà, ça a aussi rebattu ces cartes-là. Voilà, je pense que l'Euromaïdan a rebattu ses cartes et que l'invasion de l'Ukraine et donc le soutien qu'a déclenché l'invasion russe a aussi rebattu les cartes dans nos démocraties. Nous avons, en tant qu'association, des contacts avec des gens avec lesquels nous n'aurions absolument pas parlé, que nous n'aurions pas à qui nous n'aurions pas serré la main il y a 5 ans, 10 ans. Je pense à Madelin, par exemple, qui était aussi, dont la jeunesse s'est passée dans les mouvements d'extrême droite, bon, en France, et qui a été l'un des premiers à nous rejoindre au moment de, la campagne que nous avons lancée, pour, faire connaître, les déportations d'enfants. Quand on parle de l'association pour l'Ukraine, leur liberté, la nôtre, l'association où tu es présidente, quand est-ce que, à quel moment on peut situer sa naissance, d'une manière informelle et formelle après? Parce que c'est une association qui existe, d'un point de vue légal aussi. Oui, alors de manière informelle, effectivement, tu as raison.
l'association, enfin le collectif, est né très exactement 24 heures après, l'entrée des troupes russes en Ukraine. Nous nous sommes retrouvés, mais totalement par hasard, par le biais de Facebook, qui est pourtant vraiment un moyen que j'utilise, pas ou que je n'utilisais pas, ça aussi ça a changé. Un certain nombre de gens qui disaient: «Il faut faire quelque chose» et dans les 24 heures, nous avons réussi à nous rencontrer dans un café, puis à participer à la première manifestation organisée par, l'Union des Ukrainiens de France, où il y avait donc plein de gens qui n'étaient pas du tout ukrainiens, et qui cherchaient à faire quelque chose. Donc ça, c'est le collectif initial, collectif donc, qui était, je dirais, né simplement d'un sursaut, et qui, assez vite s'est organisé, à partir de, je dirais, de collègues, amis universitaires, parce que c'est, je dirais, mon milieu professionnel et que ça m'était relativement simple de les, je dirais, de les appeler à l'aide. Et puis, en août, donc très peu de temps après, l'intervention, russe, nous nous sommes constitués, en association. À l'époque, on devait être une petite cinquantaine, parce que parmi les 150, universitaires, on le sait, très occupés, trop occupés, beaucoup ont dit: «Non, moi je n'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit». Et donc on était une petite cinquantaine et nous sommes aujourd'hui 450. Voilà, voilà l'association, en accéléré. C'est énorme, 450 et j'imagine que plusieurs régions sont représentées. Il ne s'agit pas évidemment pas uniquement de Paris, il s'agit tout aussi bien du sud, de l'est, de l'ouest. Est-ce que tu as une observation à dire qu'il y a un certain nombre de régions qui participent d'une manière, plus active que d'autres? Et est-ce qu'il y a une explication à cela? Alors, il doit y avoir plusieurs explications, mais oui, nous avons très vite, eu des contacts très actifs, enfin avec, quelqu'un de très actif, Élisabeth Godard, qui, est une psychanalyste et qui, donc, a déjà avait déjà des activités dans des quantités d'associations de la Drôme et qui nous a rejoints très vite et qui, à partir de son travail dans les associations drômoises, a pu aussi réunir sur place, beaucoup de gens et des gens de tous milieux. Elle a par exemple, rencontré très, très vite, un groupe de danseuses ukrainiennes qui sont en fait des femmes qui sont arrivées tout de suite après, l'invasion à grande échelle, pour se mettre à l'abri simplement avec leurs enfants et qui ont cherché à faire quelque chose ensemble. Elles n'appartiennent même pas à la même ville ou au même village, hein, mais elles ont cherché un moyen de faire quelque chose ensemble et de faire quelque chose qui puisse, en tout cas, toucher le public, servir l'Ukraine. Bon, donc il y a un groupe de danseuses. Et puis, il y a des tas de gens de cette région qui sont engagés pour les droits, enfin, pour la défense des droits humains, pour la défense des migrants, etc. Et tout ça, finalement, rejoint progressivement l'association pour l'Ukraine, sans abandonner les autres combats, certes, mais en étant mobilisable pour toute action. Alors ça a été vrai dans la Drôme, c'est aussi vrai, mais d'une autre manière, en Bretagne, ou dans plusieurs, petits villages, petites villes ou grandes villes, de manière autonome, des groupes de soutien à l'Ukraine se sont formés. Sans se connaître, sans dialoguer, parce qu'évidemment, on est d'un village ou d'une petite ville. Et il se trouve que, les uns ou les autres ont tout d'un coup pris conscience de l'existence de Pour l'Ukraine, y ont adhéré et nous ont demandé quoi faire. Et donc nous sommes en train d'essayer de coordonner, en Bretagne, la possibilité de multiplier les événements comme ceux que nous avons, donc organisés en Avignon, multiplier les événements qui permettent que, on n'oublie pas l'Ukraine, parce qu'évidemment, chaque jour, amène une actualité de plus en plus douloureuse, et que donc, même si les sentiments des gens à l'égard de l'Ukraine ne changent pas, voilà, ça passe au second plan.
Oui, parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a l'usure, parce qu'il y a le manque d'intérêt, parce que c'est la répétition aussi, parce que c'est toujours la même guerre, c'est toujours le même contexte. Quand on parle de l'association, vous avez plusieurs tribunes, vous avez publié, plusieurs textes, si je me trompe pas, tu me corriges si je me trompe, dans les médias, notamment, par exemple, dans Le Monde et ailleurs, vous n'avez pas de problème de vous faire parler. Donc après, grande question se soulève, voilà, il y a les événements autour de l'Ukraine pour pas oublier que l'Ukraine est un, combat contre la Russie, mais il y a aussi beaucoup d'actions qu'on on le voit, c'est sur la surface, des actions qui, de la signification politique, une espèce de lobbying pour changer l'opinion publique et pour mettre pression pour les enfants déportés. Comment est-ce que tu peux décrire les grands axes déjà des toutes les actions bien différentes évidemment, de l'association? Oui, alors effectivement, depuis, le 1er août 2022, on a réussi à publier 21 pardon, tribunes, dans la presse, essentiellement dans Le Monde, tu as raison, mais C'est aussi énorme. dans Libération, dont la dernière est parue, ce matin, dans la revue Esprit, dans l'Express, bon, et même dans la presse régionale, dans Ouest France. Alors, ces tribunes, en fait, elles ont un but. Pas toujours le même, mais elles ont un but. Le 1er est souvent de faire connaître un dossier sur lequel on a travaillé depuis de longs mois. C'est le cas de la déportation, des enfants. C'est-à-dire que la déportation des enfants, à laquelle nous avons consacré quand même, 3 tribunes différentes, et ces tribunes ne sont que le résultat d'un travail d'enquête, très solide mené par, le groupe de travail qui en est chargé, et ce travail d'enquête a aussi, abouti au dépôt à la CPI de 2 communications, comme on dit, communications au bureau du procureur grâce à l'aide pro bono, hein, de notre, avocat, Emmanuel Daoud. Donc, certaines tribunes sont destinées, voilà, à faire connaître le travail. D'autres sont davantage, tournées vers, l'urgence. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail derrière, bien sûr, mais, vers la mobilisation, en particulier des politiques. Je pense en particulier aux 6 tribunes qu'on a consacrées à la question, enfin, disons, à la fourniture d'armes, par la France, à l'augmentation de cette fourniture d'armes et aux possibilités de fournir aussi une, aide, je dirais, en défense de l'Ukraine, en utilisant les bases de l'OTAN des pays, limitrophes, qui peuvent parfaitement, depuis des pays limitrophes, intercepter les, missiles russes. Je donne simplement ces 2 axes. Ces 2 axes-là, nous ont demandé du travail, mais c'est moins le travail, au fond, qu'on valorise que la nécessité que les politiques bougent. Alors du travail, pourquoi? Parce qu'il nous a fallu quand même nous ne sommes pas spécialistes, personne chez nous n'est militaire. Enfin, un membre de notre association est un ancien militaire, mais il est le seul. Donc nous avons travaillé avec des gens qui nous suivent depuis le début, de manière à la fois très généreuse et en même temps circonspecte, hein. Des généraux, hein, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, et cetera, qui sont à la retraite et qui ont donc le droit de s'exprimer, qui donc signent les textes que nous proposons, aux journaux. L'idée, c'est donc de dire: «Mais nous pouvons, nous, les Européens, les Français en particulier, faire davantage. N'attendons pas», et c'est le sens de la dernière tribune publiée dans Libération aujourd'hui, «n'attendons pas, le énième revirement, de Donald Trump. Nous avons les moyens déjà d'aider l'Ukraine». Voilà. Donc, ces tribunes, bon, je donne ces 2 là, je parlerai d'autres ensuite. Ces tribunes, elles nous ont permis, de toucher directement les députés et les sénateurs, qui tout de suite ont perçu, qu'il y avait du travail derrière et que donc, on n'avançait pas n'importe quelle idée, n'importe comment. Concernant les enfants, ce sont nos tribunes qui ont permis que le Sénat puis l'Assemblée nationale votent
une proposition, enfin, ou plus exactement une pré-proposition de résolution européenne. Sur, l'armement, la réaction est un peu plus, limitée, ça fait partie des limites de notre travail. Disons que les parlementaires, qui sont dans le groupe, des forces armées sont beaucoup plus réticents à, ouvrir leurs portes et que surtout là, c'est vraiment le domaine réservé de l'exécutif en France et je pense qu'il en va de même en Ukraine et la limite de notre travail, c'est pour l'instant de n'avoir pas réussi à percer ce plafond de verre avec, l'Élysée ou avec le ministre des Armées. Alors, en revanche, sur un autre terrain, nous avons été très écoutés par les parlementaires, c'est la question de la saisie des avoirs à laquelle, nous avons consacré une tribune qui est en fait une sorte de résumé, hein, d'un très long travail réalisé par une, ex, conseillère d'État, donc conseillère d'État honoraire, hein, Martine Jodot, qui est donc une juriste, qui est membre du CA de notre association et qui a démontré qu'il était parfaitement légal en termes de droit coutumier international, de saisir les avoirs au titre de contre-mesures à valoir sur, je ne trouve plus le mot, le remboursement, je vais employer un autre mot, le remboursement par les dédommagements, hein, par, la Russie des dommages créés en Ukraine. Donc, nous avons été très vite, contactés à la fois par l'ambassade, d'Ukraine, à la fois par, le groupe d'amitié, le groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale, mené par Gabriel Attal, afin de et ce qui a permis qu'une résolution soit votée à l'Assemblée nationale, alors même que le gouvernement, c'est-à-dire en fait, Macron, est hostile à l'idée de, la saisie des avoirs. Donc là, le Parlement a pris son indépendance et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce soit le groupe, Renew, hein, le groupe, Renaissance, qui est en principe, affilié à Macron, qui prenne les devants sur ce plan-là. Bon, dans d'autres, domaines, je dirais, que ce soit la propagande russe, et en particulier au moment des jeux olympiques, je pense que nous avons contribué, mais de manière modeste, à ce qu'effectivement, aucun, Russe ne puisse concourir, sous le drapeau russe. Bon, mais c'est de manière modeste. Et je dirais que le dernier axe, l'axe en cours, hein, concernant les spoliations des biens culturels, le pillage des musées, des sites archéologiques, pillage systématique, ce que nous démontrons, ce pillage organisé en amont de l'invasion et depuis donc, l'invasion de la Crimée, donc avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Donc ce pillage concernant le pillage donc des biens culturels, ukrainiens, il nous faut, je dirais, voir ce que donnera la la communication que nous avons, envoyée à la CPI, donc au bureau du procureur de la CPI. Ce qui est certain, c'est que, une action, je dirais, parallèle, qui est la demande que, ICOM International, c'est-à-dire, le le Conseil international des musées, exclut, la Russie et les membres russes d'ICOM,
parce que ça ne marche pas seulement par branche, mais aussi, individuellement ou par musée et cetera. Donc qu'ils soient exclus de cette, organisation, internationale. Nous en voyons le début d'un, je dirais, d'un frémissement, enfin un résultat qu'on peut en termes de frémissement, c'est que, il y a eu une réaction immédiate des Russes à notre, tribune, ce qui est assez drôle. Voilà, et ça a été d'ailleurs l'occasion pour être déclaré, agent de l'étranger, bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, totalement, donc à ta question là. Oui, c'est parfait. Donc, on voit bien que voilà, que l'ampleur de vos actions est énorme et puis il est très puissant, même s'il y a parfois des limites, comme tu dis, pour la chose militaire. Mais ce qui est aussi important, donc on peut imaginer que, cette France qui évidemment a parcouru un chemin très long et très significatif à partir de la grande invasion russe, quand même, donc il a changé. Et évidemment, il y a aussi des sympathies pro-russes. Il y a aussi des Russes qui devraient être mécontents, en fait, de ce que vous faites comme activité avec, 21 tribunes dans le monde et dans d'autres médias, avec vos actions auprès des hommes et femmes politiques, auprès de l'Assemblée nationale et cetera. Est-ce que vous avez reçu, des retours ou bien une espèce de pression ou une espèce de critique? Comme on pourrait imaginer qu'il y a à toute action, il y a une contre-action et qui est toujours quelqu'un de mécontent de vos activités. Oui, si on en juge par, les trolls, sur le compte, X de l'association, évidemment, les trolls se sont manifestés, hein, les trolls russes. Bon, si on en juge, je dirais, par la réaction en Russie, oui, également, hein. Je disais, le procureur de Russie a décrété que notre association était, donc, à bannir. Bon, mais nous ne comptons pas nous rendre sur le territoire russe, donc ça ne nous gêne pas beaucoup. De manière, visible, nous n'avons enfin visible, sensible, nous n'avons pas subi de pression. Mais il est possible que certaines réticences, ici ou là, soient venues de ces pressions. Ça, je ne peux pas réellement l'affirmer, mais c'est bien possible. Cela dit, nous je dirais, notre travail nous met, en sécurité parce que, nous n'avons qu'une présence en termes de parole. Parole publique, parole écrite ou orale, mais en termes de parole. Il est évident que si nous devions, avoir des je dirais, des activités, plus, comment dirais-je? Plus dangereuses, bon, là, nous serions, particulièrement, vigilants. Bien des nous sommes très vigilants d'ailleurs, nous utilisons des moyens de communication absolument sécurisés, surtout lorsque nous sommes en contact avec, des responsables, de haut niveau ukrainiens. Nous n'utilisons pas le mail, nous n'utilisons même pas WhatsApp, enfin ou plutôt le mail, mais un mail ultra sécurisé et pas WhatsApp. Donc je crois que nous prenons toutes, les précautions nécessaires, pour pouvoir, pour ne mettre en danger aucun de nos informateurs. Nous en avons aussi des informateurs que nous protégeons totalement, au sein, disons des exilés russes, mais évidemment, leur nom ne fuitera jamais. Mmh. Donc voilà, vous gardez leur anonymat et vous Absolument, absolument. protégez vos sources et Particulièrement donc dans les mais dossiers pour la CPI. ouais.
C'est très important, et néanmoins, voilà, donc nous nous sommes rencontrés tout récemment au sud de la France, à Avignon, où il y avait, voilà, 3 jours, consacrés à l'Ukraine, organisés par l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Donc c'était 3 jours consécutifs de rencontres, de projections du film, de débats, et cetera. Est-ce que tu peux raconter, voilà, qu'est-ce qui était des plus intéressant durant ces 3 jours? Et quel enjeu en fait que de faire parler de l'Ukraine à Avignon durant le festival de théâtre, le plus grand, un des plus grands en fait, en Europe. Et quel était l'impact, selon toi et selon les collègues, de ces événements, durant les 3 jours à Avignon? Alors l'idée d'Avignon, m'était venue dès l'année dernière lorsque, donc Ariane Mnouchkine, Galia Ackerman avaient organisé un débat, mais seulement un débat, déjà à la Maison Jean Villard. Bon, je m'étais dit: «C'est pas possible que, cette, scène publique qu'est Avignon, qui est en fréquentation plus importante que le festival de Cannes, qui est donc le très grand festival de cinéma, mais en fréquentation moins importante. Je me suis dit: «C'est pas possible qu'on n'en profite pas pour, parler de l'Ukraine à des gens qui viennent ici, bon, poussés quelques-uns par le désir simplement de découvrir une assez jolie ville méridionale, d'autres par le fait qu'ils peuvent y voir dans des petits théâtres des pièces qu'on ne voit pas ailleurs. Bon, c'était pas possible qu'on fasse comme si, voilà, l'Ukraine n'existait pas. Donc je suis partie de ça en me disant: «Il faut absolument que nous organisions quelque chose en Avignon et qui ait plus d'ampleur qu'un simple débat». Alors, plus d'ampleur, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire associer, à la, comment dirais-je? Au débat proprement dit, parce qu'il est très important malgré tout de maintenir des débats, mais d'associer donc à ces débats, des projections de films eux-mêmes, invisibles ou quasiment pas vus en France, mais aussi, une conférence, je dirais, peut-être plus, universitaire, hein, de l'historien de l'art Constantine Akinci sur, les spoliations des biens culturels. Donc on est parti de l'idée qu'on allait, voilà, nourrir, la réflexion, sur, 3 journées. Alors, ça a été, à la fois une réussite et en partie un échec. Je m'explique. La grande réussite, c'est qu'un certain nombre de gens ont suivi ces 3 journées et de manière même étonnante, des gens sont venus simplement parce qu'on avait distribué dans Avignon, le programme et ils voulaient absolument, alors, sinon participer aux 3 journées, mais peut-être au moins à 1 et demie. Bon, ça c'est la grande réussite, c'est-à-dire des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés se sont retrouvés en Avignon pour entendre parler de l'Ukraine et poser des questions. Bon, l'échec, c'est que ça reste malgré tout une ville de théâtre et que, les projections et une conférence, disons, plus universitaire, c'est pas vraiment le moment sans doute, voilà, de l'organiser. Il, vaut mieux peut-être, voilà, penser, d'autres événements et travailler en amont, peut-être avec des troupes de théâtre, ukrainiennes, ce que nous n'avions pas fait. Parce que nous avons, commencé à travailler sur ce projet, au mois de mai et qu'on était trop près d'Avignon pour avoir le temps de rencontrer en Ukraine des troupes de théâtre. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, rencontrer des troupes de théâtre ukrainiennes qui pourraient être en Avignon et donc on aurait, j'allais dire, une légitimité aux yeux du public avignonnais qui est habitué au débat, qui est habitué évidemment, aux mises en scène théâtrales donc, mais pas vraiment à d'autres moments. Bon, ça c'est l'impression générale. Ce qui m'a paru, être une réussite aussi,
qu'il s'agisse, d'ailleurs, surtout de Jean Vilar, hein, c'est l'alternance entre des prises de parole, dont la tienne, et des lectures de textes par des comédiens et comédiennes très engagés pour l'Ukraine. Tout le monde, est venu me voir en me disant que c'était formidable d'avoir entendu ces textes. Je précise que ces textes ont vraiment été choisis par les comédiens. Nous leur avons fourni, des quantités d'autres choses, de la prose en particulier, et ils ont choisi la poésie. Mais du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être, comment dirais-je? Bien d'imaginer une soirée, qui serait entièrement consacrée à la prose ukrainienne. Bon, il se trouve que je suis une, lectrice acharnée, que je crois avoir lu à peu près tout ce qui, comme prose romanesque, a été publié en français de la littérature ukrainienne, et j'avais des quantités de textes que j'aurais pu, proposer aux comédiens. Voilà. Et je me dis que si, évidemment, il faudrait que nous le fassions ensemble, Tetiana, mais si nous pouvions organiser une vraie soirée littéraire, mais de prose, parce que, je pense que, il y a un art, extraordinaire du récit chez un certain nombre de ces écrivains et écrivaines. Voilà, ça, ce serait peut-être quelque chose, incarné évidemment par des comédiens, quelque chose qui permettrait que le public d'Avignon, soit là. Oui, donc on passe toujours par l'art, littérature, que ça soit la prose ou que ça soit la poésie ou on peut passer aussi par le cinéma, le domaine qui était particulièrement cher. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour qu'il y ait une certaine visibilité parce que l'Ukraine ce qui est important de faire comprendre au public, français, c'est que l'Ukraine évidemment, c'est la guerre, donc c'est notre réalité première, mais ce n'est pas que la guerre. Qu'à part la guerre, il y a 1000 et une raisons de s'intéresser à l'Ukraine puisqu'il y a la culture, il y a la culture profonde, qui va jusqu'à des plusieurs siècles. Donc c'est évidemment l'actualité avec ce boom, de la poésie et de la littérature de fiction, beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires aujourd'hui, de la prose documentaire, témoignages, cinéma aussi. Vous avez fait montrer le film d'Alissa Kovalenko, mais tout prochainement, son film le plus récent, va paraître en France, donc dans les festivals. Il n'est pas encore, fait sa parution officielle, mais dans quelques mois, attendez le nouveau film d'Alissa Kovalenko, son journal de guerre, encore plus fort et écœurant, par rapport au film, montré. C'est-à-dire, c'est l'histoire de son engagement de 2022 sur les lignes du front. Donc, évidemment, c'est très important. Et donc, la dernière question à toi, Sylvie, pour boucler un peu notre conversation, tu avais commencé avec cette thèse que tu as découvert l'Ukraine à travers les images du film Babylone 13, mais autres aussi, Euromaïdan 13-14, cette nouvelle idée de la démocratie, nouvelle idée de la liberté peut-être. Est-ce que tu pourrais résumer, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que l'Ukraine on a bien compris ce que ton association apporte à l'Ukraine, donc le soutien sur plusieurs fronts. Mais ma question serait le contraire, qu'est-ce que l'Ukraine t'a apporté à toi durant toutes ces années de ton intérêt pour ce pays? Oui, ça c'est très important, tu as raison. En fait, je crois que nous sommes tous, je pensais l'avoir un peu dit, mais je peux essayer de développer. Nous sommes tous nourris par, cet immense vent de liberté, qui tout d'un coup s'est levé en Ukraine. Et alors, tu me diras que c'est peut-être pas tout d'un coup, mais pour nous, de loin, de France, nous avions l'impression tout d'un coup, je vais reprendre l'expression qu'a utilisée, Pierre Reymann, qui est le cofondateur, de notre association. Tout d'un coup, nous avions l'impression de l'équivalent de la Commune de Paris. C'est-à-dire, quelque chose de neuf était en train de naître, qui était une démocratie à laquelle nous aspirons et que nous n'avons pas réalisée et que nous ne vivons pas.
un moment exceptionnel de mobilisation de toutes les tranches d'âge, de toutes les couches sociales pour inventer du nouveau. Et ça, c'est certes à travers le cinéma, bien sûr, que je l'ai perçu, mais aussi en lisant, tout ce qui a pu être écrit, sur Maïdan, depuis le journal de Maïdan de Gourkov, en passant par, les études réalisées en France par ce groupe, de jeunes, universitaires, de l'université, Paris 10, qui sont, comme, Anna Colin-Lebedev, ou Yulia Shoukan, qui ont beaucoup travaillé sur, la comment dirais-je? Hem, à la fois, heu, l'histoire profonde, une histoire profonde de rébellion et de répression, mais de rébellion. Je vais citer mal, mais bon, approximativement, Anna Colin-Lebedev qui dit: «De toute façon, en Ukraine, on se débarrasse toujours du président précédent». C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose de passionnant pour nous. Comment les Ukrainiens sont capables de changer de politique. Nous avons, nous, en Europe de l'Ouest, de vieilles démocraties où ce sont toujours les mêmes qui reviennent, ou si ce n'est le même, c'est son frère, hein, son copain. Et nous avons eu l'impression que non, en Ukraine, non. Ce président-là n'allait pas, on le change. Et on change, et derrière, il y a une espèce d'énergie vitale. Voilà, je pense que nous puisons l'énergie vitale des Ukrainiens. Quand je dis que nous sommes, extrêmement admiratifs, chaque jour admiratifs, mais on est admiratifs devant cette, résistance de chaque instant, de gens qui subissent des bombardements et qui malgré tout continuent à travailler, à écrire, à s'occuper de leurs enfants, à donner à chercher les meilleurs moyens d'éducation pour les enfants, et cetera, et cetera. Autrement dit, cette, voilà, cette volonté de vivre, et ça, alors c'est quelque chose qu'on entend bien dans la poésie, ukrainienne. Cet humour aussi, extraordinaire. Je pense, à Victoria Amelina, et à ses textes, bon, plein d'humour. C'est-à-dire que, heu, on ne se prend pas au sérieux, on ne prend voilà, on ne pathétise pas le réel, hein, on n'en fait pas du pathos, on se bat, ce qui est pas du tout la même chose. Et ça, c'est quelque chose dont je pense que vos combattants au front, aussi tirent profit. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'ils tiennent parce que la société civile tient. Heu, face aux difficultés sans nombre, hein, qu'ils rencontrent, ils ne tiendraient pas s'il n'y avait pas la société civile derrière eux. C'est pas parce qu'on les a envoyés au front qu'ils tiennent. C'est parce qu'il y a le village, la ville, le quartier, les copains sont tous derrière. Et ça, pour nous, c'est une telle leçon que, voilà, c'est extrêmement, comment dire? Difficile de le dire, mais au fond, c'est quand nous avons tout le temps, l'envie, et j'espère que nous le faisons, de dire: «Merci». Merci de vous battre. Mais c'est pas seulement merci de vous battre pour nous. Oui, on le sait bien que vous vous battez pour nous, puisque sinon on serait en première ligne. Mais pas seulement merci de vous battre, parce que vous nous donnez l'espoir de pouvoir nous battre. Nous, tout, on a, au fond, peut-être que nos peuples sont victimes, enfin plutôt l'apathie n'est que l'autre face du sentiment d'impuissance. Alors vous nous donnez le sentiment de puissance. Voilà, la puissance d'un peuple. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire. Merci Sylvie. On termine sur cette note, puissance d'un peuple qui est composé évidemment d'une petite puissance, de beaucoup de petites puissances de chaque individu qui est actif dans son secteur, dans sa vie relativement petite, mais c'est cette force de la solidarité horizontale qui fait justement la force d'un peuple et qui transforme, comme on l'espère, l'histoire. Merci beaucoup pour, tes explications, pour ton analyse et évidemment pour, toutes les actions bien multiples de l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre que tu diriges. Merci beaucoup.
Merci Tetiana et merci en général aux Ukrainiens. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Sylvie Rollet, présidente de l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Sylvie Rollet est aussi professeure émérite en études cinématographiques de l'Université de Poitiers. Elle co-dirige le programme de recherche entre-universitaire sur le cinéma, intitulé Théâtre de la mémoire. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.